Bonjour. Bonjour à tous. Bon, on va commencer. Donc, je m'appelle Tuc Duhalsaunier. Je vais vous parler ce soir des bonnes pratiques pour Symfony 2. Je suis donc développeur chez Sensio Labs depuis presque 2 ans. Et on va donc parler bonnes pratiques. Alors, tout d'abord, attention, hein, on parle de bonnes pratiques. La liste que je vais vous présenter ce soir n'est pas triée ni par importance ni par criticité. Ça sera à vous de faire votre pondération. Bon, évidemment, les bonnes pratiques, c'est une liste arbitraire. Il y a des choses, c'est par rapport à la communauté, etc. Et tout. On peut bien entendu en discuter pendant des heures et des heures. Comme Fabien l'a dit hier, c'est comme pour les métriques, pour tout ce qui est test, etc. Il y a toujours des exceptions. Donc, bien évidemment, restez pragmatique et remettez toujours les bonnes pratiques dans le contexte. Est-ce que vous appliquez ces bonnes pratiques à votre projet? Est-ce que vous les appliquez à un bundle, etc. On va commencer pour ceux qui commencent sur Symfony 2. Vous avez plein de documentation. Toute la communauté Symfony 2 fait beaucoup d'efforts sur la documentation. Il y en a énormément. C'est très très important de la lire. Vous ne pouvez pas y couper. Il faut lire toute la doc. Alors ça prend beaucoup de temps. Je ne vous dis pas de la lire en une journée. De toute façon, ça ne sera sûrement pas possible. Mais lisez-la. Et si vous l'avez déjà lu, bien évidemment, relisez-la régulièrement. La communauté fait beaucoup de travail dessus tous les jours. Vous devez la relire régulièrement pour apprendre plein de choses. Ça, c'est à n'importe quel niveau. Que vous soyez débutant, expert, certifié, même, on en apprend tous les jours à chaque fois. Pour ceux qui commencent, qui débutent sur Symfony 2, quand vous allez chercher de la doc, utilisez Symfony 2 avec une majuscule, pas d'espace. C'est peut-être tout bête, mais si vous utilisez juste le terme Symfony, vous risquez de trouver plein de ressources de Symfony 1, et vous allez essayer d'appliquer les choses, et vous n'allez pas comprendre, ça ne va pas marcher, vous allez vous emmêler les pinceaux. Donc utilisez Symfony 2, c'est pas pour rien que ça a été mis comme ça. Et c'est pareil quand vous écrivez des articles, ça facilite le référencement. Première étape, quand on commence un projet, c'est on va bootstrapper, on va créer notre projet. Vous êtes libre, Symfony 2 vous impose rien, vous pouvez utiliser la structure que vous voulez. Si vous êtes, à moins de maîtriser parfaitement Symfony 2, vous allez sûrement avoir des problèmes. Donc, Fabien a créé la standard edition, c'est pas pour rien. Utilisez-la, ça vous fera gagner du temps. Et en plus, au moins, vous serez plus à l'aise. Si vous retrouvez un autre projet Symfony 2, vous aurez la même structure. Donc, ce sera beaucoup plus cohérent. Donc, utiliser la standard edition, c'est bien. Seulement, dedans, il y a plein de choses. C'est de la démo. C'est fait pour que ça soit utilisable tout de suite. Vous puissiez voir que ça fonctionne. Donc, nettoyez-la. C'est tout bête, mais on voit plein de projets en prod qui ont encore le Acme Demo Bundle, qui ont des dépenses qui ne servent à rien, qui ont le favicon Symfony, qui ont le fichier config.php, etc. Donc nettoyer. Pareil, quand vous avez commencé, il y a un outil qui est génial dans Symfony, qui est le profiler. Et en plus, vous avez une petite debug bar en bas qu'on appelle la Web Debug Toolbar. Prenez le réflexe d'avoir toujours un œil dessus. Ça vous indiquera à chaque fois combien de temps votre page a mis à générer, combien de requêtes vous avez effectuées. Ayez toujours un œil dessus, prenez ce réflexe. Et ainsi, vous louperez pas plein d'infos. Un petit conseil que je vous donne, souvent les gens ne font pas attention à ce qui se passe quand vous effectuez une action et qu'après vous avez une redirection parce que vous ne voyez pas justement cette debug toolbar. Du coup, si vous voulez voir par exemple combien vous allez faire de requêtes à l'insertion de votre objet, à la mise à jour, si votre mail est bien parti, des choses comme ça, un petit conseil, activez les interceptions de redirection. Ainsi, vous pourrez avoir toutes les infos, accéder plus facilement au profiler, etc. C'est tout simple, hein, il suffit d'aller dans le config.dev.yml et d'activer les redirections, d'intercepter les redirections, pardon.
Tout ça, donc ça c'est des conseils généraux. Maintenant, on va voir un petit peu l'organisation, ce qu'on peut faire au niveau de votre organisation. Première chose à faire, quand vous allez faire votre premier commit avec votre structure de base de votre projet, vous devez indiquer qu'est-ce que votre gestionnaire de version va ignorer. C'est peut-être tout bête, mais on voit régulièrement des gens qui vont committer le cache, les logs, les dossiers vendor. Ça arrive très régulièrement. N'oubliez pas d'ignorer tout ça. Et également le fichier parameters.yml. Mais pour ce dernier, pensez toujours à donner un fichier dist qui permettra aux nouveaux développeurs de rapidement démarrer sur votre projet. Petite chose qu'on voit aussi souvent, Fabien on a parlé hier, vos mots de passe de base de données ou autres sont strictement confidentiels. Vous ne devez pas les mettre dans votre gestionnaire de version. Donc, comme on va à chaque fois committer nos fichiers config.yml ou autres, ne mettez pas d'identifiant dedans. Vous avez les parameters qui sont dédiés à ça, donc mettez-les dans vos parameters. Bien évidemment, ne committez pas votre parameters, sinon vous aurez les identifiants qui vont avec. Une autre possibilité à la place des parameters, qui est souvent évoquée, vous pouvez utiliser les variables d'environnement. Donc, c'est-à-dire que dans votre config.yml, par exemple, si vous regardez la standard edition, c'est ce qui est fait. Pour la configuration à la base de données de Debal, vous avez les parameters de database username et database password qui sont utilisés. Donc, vous devez à côté, dans votre parameters.yml, donner vos identifiants ou de manière alternative, avec des variables d'environnement, par exemple par virtualhost. Bien évidemment, ce n'est pas limité aux mots de passe, base de données, etc. Si vous utilisez des web services, plein de choses comme ça, les mêmes règles s'appliquent. C'est-à-dire que si quelqu'un d'un coup a un accès à votre repo, on ne sait jamais, vous avez mal configuré votre Gitolite, etc. Une personne étrangère ne doit pas se retrouver avec vos mots de passe. Au niveau de votre projet, respectez toujours le même coding style. Soyez cohérent, définissez un coding style dès le début et tenez-le tout le temps. De préférence, si vous voulez vous simplifier la vie, je vous conseille de suivre celui de Symfony 2. Pourquoi? Parce que du coup, vous aurez une cohérence entre le code Symfony 2 et le vôtre, entre vos bundles et les bundles de la communauté, etc. Et en plus, un outil est disponible, encore un outil écrit par Fabien, qui vous permettra d'éviter de vous embêter à appliquer toutes vos règles, à faire attention à la main. Un coup de CS Fixer et votre coding style sera respecté. Une question qu'on a très souvent, qu'on fasse de la formation ou qu'on soit en coaching, c'est comment est-ce qu'on doit faire une application ou plusieurs applications en Symfony 2. Techniquement, rien ne vous oblige à en faire une seule. Par contre, généralement, ceux qui en font plusieurs ont beaucoup de problèmes. En plus, il n'y a plus de raison forcément technique par rapport à du Symfony 1 de faire plusieurs applications en Symfony 2, donc je vous conseille d'en faire qu'une seule. Il y a des cas éventuellement où ça justifie, mais si vous envisagez vraiment ça, posez-vous et prenez vraiment le temps de la réflexion. Parce que si vous partez tête baissée, vous allez sûrement avoir de gros soucis. Et si d'aventure vous souhaitiez poursuivre dans cette voie, vous avez plusieurs applications, ok, pas de problème. Respectez l'arborescence de du dossier app de la standard edition, tout simplement par mesure de cohérence, et au moins si quelqu'un de nouveau qui n'est pas habitué à de multi-applications sur votre projet, il retrouvera ses petits. Oula, pardon. Une autre question qu'on a très souvent, c'est les bundles. On sait bien que notre projet va être composé de bundles. Ça va être comment découper vos bundles. Alors, cette réponse, généralement, on dit un bundle égale une fonctionnalité. C'est vrai, mais
attention, si vous avez des bundles où vous découpez par fonctionnalité, mais que tous vos bundles sont interdépendants, est-ce que ça vaut vraiment le coup de les découper? Donc pensez bien, est-ce que mon bundle sera réutilisable ou pas sans les autres? Si votre fonctionnalité peut être réutilisée seule, ou vous voulez la partager en open source, dans ce cas-là, créez un bundle par fonctionnalité. Pour aller plus loin que le bundle, comment on découpe notre application, normalement, en théorie, et c'est ce qui est fait dans Symfony 2, c'est que votre bundle, c'est le bootstrapping, c'est le lien entre Symfony 2 et une librairie. Normalement, vous devez créer une librairie pour votre logique métier et ainsi découper de Symfony 2. L'avantage que ça a, c'est que vous pourrez plus facilement tester, etc. Donc, si on prend par exemple ce qui est fait en Symfony 2, vous voyez que le framework bundle va être le lien pour dependency injection, le validator, HTTP kernel, etc. Et qu'on a le Twig bundle qui lui fait le lien avec Twig. Donc normalement, vous êtes censé faire comme ça. Au niveau de votre routing, on voit souvent les gens qui commencent à déclarer une route, puis une autre, puis une autre, puis une autre, directement dans app. Normalement, votre fichier routing.yml dans votre application doit lancer les imports du routing qui est déclaré dans vos bundles pour que vos routes soient avec les contrôleurs associés. Donc c'est-à-dire que si on sort le bundle de notre application, normalement on doit avoir nos routes dedans pour pouvoir le réutiliser directement. Au niveau de l'organisation, au niveau des templates, je ne vais pas refaire toute une conf entière. Il y a déjà quelqu'un qui l'a fait. Ces slides doivent être disponibles sur Internet, donc suivez les conseils de Grégoire. Ça ira beaucoup plus vite comme ça. Au niveau de votre organisation, souvent on nous demande mon projet risque d'être multilingue, même sûrement l'être. Comment je fais? Est-ce que je peux le faire plus tard? Alors bien sûr, on peut toujours le faire après. Généralement, ça commence à prendre du temps, on a du mal, il y a des choses qu'on n'avait pas pensé, etc. Donc, à moins de faire une application vraiment en interne, on est sûr à 200% qu'il n'y aura jamais, de risque d'être en multilingue. Prévoyez-le dès le début, ça ne coûtera pas forcément beaucoup plus de temps au début, mais vous gagnerez du temps par la suite. On va maintenant passer vraiment dans notre code, on va parler des contrôleurs, vaste sujet. Premièrement, un truc que beaucoup de gens oublient, alors sauf quand ils font du generate code, quand vous traitez vos formulaires, donc déjà traitez-les en post. Souvent, selon les cas, il faut les traiter en post, bien souvent quand même. Une fois que ça a fonctionné, que tout est OK, vous avez inséré, updaté la base, redirigez votre utilisateur. C'est plus qu'une bonne pratique Symfony 2, c'est une bonne pratique du web. Ça vous évite souvent les utilisateurs qui ne connaissent pas trop le web, qui ne comprennent pas, ils vont rafraîchir intempestivement, on le voit souvent, et on se retrouve avec plein de doublons dans la base de données. Rien que pour ça, du coup ça fait une redirection, après on peut faire précédent, suivant, enfin on est moins embêté. Donc c'est une bonne pratique. Au niveau de vos ERM, alors pourquoi j'en parle dans les contrôleurs, c'est juste qu'on voit beaucoup des dizaines de lignes dans les contrôleurs où les gens créent directement les queries. Vous devez les sortir et les mettre dans des classes dédiées. Ça vous permettra, alors d'une, c'est beaucoup plus clair niveau lecture dans vos contrôleurs, au niveau du code. Ça vous permettra aussi de réutiliser les mêmes queries. Et le jour où vous avez changé le principe que maintenant on ne filtre plus de telle manière mais d'une autre, vous aurez moins d'endroits où le changer, vous n'allez pas devoir vous taper tous les contrôleurs à la main et le changer un par un. Fabien en a parlé l'autre jour, normalement il me semble, c'est quelque chose qui revient très souvent. Dans vos contrôleurs, vous ne devez pas avoir de logique métier. Normalement, votre contrôleur n'est là que pour aller appeler votre modèle, vos services, vos classes, vos objets métiers, etc. Faire des appels dessus, récupérer vos valeurs et les passer à la vue. Normalement, c'est le rôle du contrôleur.
Si vous avez plein de choses, c'est un gros problème qu'on a vu avec Symfony 1, c'est que beaucoup de gens ont mis beaucoup de logique métier dans les contrôleurs et ils se retrouvent à dire je ne peux pas migrer à Symfony 2, il faut que je réécrive tout. Ce problème-là, c'est souvent parce que tout est dans le contrôleur, donc forcément, ça prend plus de temps. Du coup, une bonne pratique qui est introduite par ça, qui permet... Alors, c'est pas vrai à 100%, mais si généralement on essaie de se limiter à 20 lignes par action dans les contrôleurs, 20, 25, la simple et bonne raison, c'est juste que généralement, quand on en a plus, c'est un signe que l'on a de la logique métier dans le contrôleur. Alors, il y a des cas où, évidemment, ça ne fonctionnera pas, mais majoritairement, ça fonctionnera. Souvent, on essaie de limiter le nombre d'actions par contrôleur, tout simplement par clarté, parce qu'on sait que quand on a des classes qui ont beaucoup de méthodes, on s'y retrouve plus, on sait plus ce que ça fait, ça commence à faire tout et n'importe quoi. Donc on essaie de limiter généralement à 10. Alors 10 évidemment c'est une valeur, comme Fabien disait, 10, 11, 12, tout ça il faut rester pragmatique. Un petit conseil qu'on souvent on utilise, c'est que les annotations peuvent vous permettre justement de garder ces contrôleurs-là légers. En tout cas, si on voit 20 lignes, on sait que dedans, on ne sera pas non plus embêté par tiens, j'ai 20 lignes, mais c'est parce que j'appelle le templating, et puis je mets du cache, etc. Donc les annotations peuvent vous aider à ça. Et en plus, les annotations ont un gros avantage quand même quand on a un nouveau développeur qui arrive, c'est qu'on sait tout de suite où sont... Enfin, toutes les annotations vont être juste à côté de l'action associée. Donc par exemple, la route, on va clairement savoir où est-ce qu'elle est. Donc petit conseil, souvent les annotations, ça peut aider. Donc justement, notre contrôleur est censé appeler le modèle, donc passons au modèle. Ne créez pas de classes utilitaires, les classes tools, avec des dizaines de méthodes statiques. Généralement, quand on fait ça, alors, bien évidemment il y a des cas qui sont légitimes, mais la plupart du temps, quand on commence à faire ça, c'est que en fait, on est habitué au procédural et on nous a juste dit qu'il fallait faire des classes. Donc on prend nos fonctions avant et puis on les met dans les classes et puis voilà. Donc évitez de faire ça parce que souvent après ça va dégénérer en plus. Vous allez passer, du coup vous allez rester un peu en mode procédural, vous allez placer des tableaux pour représenter vos structures de données avec plein de passages par copie, etc. Donc évitez. Au niveau de vos formulaires, généralement, il est quand même de bon augure de les écrire dans des form types. Ça vous permettra d'avoir une réutilisabilité. C'est-à-dire que si vous devez à un moment le réutiliser ailleurs, voilà, hop, tranquille. Ça vous permet de ne pas alourdir les contrôleurs avec la création d'un formulaire avec 15 champs. Et souvent, on arrive quand même à une organisation beaucoup plus propre. Quand on a ces types, déclarez-les en service. C'est un truc qui permet tout simplement, quand on va vouloir changer d'un coup notre classe, on va pas être de form type, on va pas être embêté. Si on veut réutiliser notre bundle ailleurs, on pourra surcharger le form type facilement. C'est en plus du coup plus cohérent avec ce qu'on fait quand on fait nos formulaires en Symfony 2. Je pense pas que vous faites des new text type, donc voilà. Déclarez ces types en service. Et du coup, ça vous permettra également d'éviter de faire des choses qu'on voit de temps en temps. C'est qu'on a des dépendances. Notre form type a besoin de services pour faire des choses. Et elles sont passées par les options. Si votre form type a besoin d'un service pour aller par exemple récupérer des résultats sur un web service ou autre, c'est que c'est une dépendance, donc passez-les par les constructeurs. Au niveau des sessions, on a un peu le même problème au niveau réutilisabilité. Souvent, les gens font directement le get session, get, hop, ils récupèrent les valeurs, get session, set, hop, dans les contrôleurs. Le problème, ça va être quand vous allez vouloir changer le nom de votre attribut en session, changer la manière. D'un coup, on va vouloir, tiens, on va plus sérialiser, on va les transformer directement. Vous allez devoir repasser dans tous les endroits à chaque fois. Du coup,
c'est pour ça que normalement ça se met dans le modèle et qu'on doit avoir une classe dédiée à ça. Une ou des classes selon. Donc, déclarer ces classes hop, en service. Vous utilisez ces services-là et en dépendance, vous injectez la session et vous pourrez en plus le tester et être sûr que tout fonctionne. Au niveau des sessions, c'est pareil, il y a des choses qu'on voit. Normalement, vous ne devez pas mettre tout et n'importe quoi dans la session, vous ne devez pas mettre la totalité de votre base de données, ça ne servirait un peu à rien. De plus, donc, essayez toujours de minimiser la quantité de données que vous mettez en session, parce qu'en plus, ça va être persisté dans des fichiers souvent. Du coup, vous allez avoir des gros fichiers sur le serveur, etc. Donc, minimiser. Et surtout, ce qu'on voit souvent, enfin moi ce que j'ai déjà vu, et ça fait peur, c'est quand on va prendre des entités doctrines, qu'on va les sérialiser pour les mettre dans la session, et que derrière, à chaque requête, on va faire des merges. Ça sert strictement à rien si vous faites des merges à chaque fois. Donc minimiser la quantité de données, et dans ce cas-là, vous serez ça sera beaucoup plus simple. Une chose aussi que les gens n'ont pas l'habitude, c'est que souvent avec les librairies toutes les librairies qui permettent de loguer, les gens se disent ouais mais si je log ça va consommer beaucoup, ça va tout écrire. Monologue est quand même super bien foutu et donc n'hésitez pas à loguer des infos, ça vous permettra au moment où il y a vraiment une erreur de retrouver ce qui s'est passé et ça vous fera gagner beaucoup de temps à chaque fois. Au niveau des ORM, c'est pas forcément, tout le monde n'est pas unanime sur celle-ci, mais il y a quand même une chose qui est pas mal, c'est d'utiliser nos entités que comme du stockage et d'avoir des classes métiers qui vont permettre de manipuler ces entités-là. L'avantage, c'est que du coup, on n'est pas du tout lié à quel ORM on va utiliser. Ça vous permet de réutiliser vos classes métiers en dehors. Et par exemple d'avoir des classes métiers qui s'attendent juste à avoir un objet de telle interface, votre entité l'implémente, comme ça vous pouvez libérer votre classe métier. Il y a quelqu'un qui avait dit traitez vos entités comme des princesses. C'est une très bonne remarque. C'est qu'en gros, tout le travail est fait par d'autres et elles servent un peu à rien. Voilà. Donc ça vous facilitera le test unitaire parce que souvent aussi quand vous allez penser en termes de classe métier découpée, vous allez implicitement plus facilement vous dire bah tiens je vais souvent beaucoup de gens rushing surtout à cause des anciens ORM à faire du test unitaire sur leurs entités, donc du coup au moins là ils disent on peut pas faire de test de notre métier, là au moins vous n'aurez pas de problème. Et du coup vous serez beaucoup moins couplé bundles, components et ORM. Le DIC, ce gros mot, qui fait peur à beaucoup de personnes. Alors il fait peur parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir dessus. Il y a pas mal de choses quand même, mais c'est un des outils les plus puissants de Symfony 2. Il permet toute la souplesse, toute la flexibilité, et ça nous permet par exemple de changer sans problème telle ou telle partie du framework. Lisez toute la doc, lisez le code, allez voir ce que ça fait, c'est super intéressant, ça prend du temps, donc apprenez, imprégnez-vous de ce qui est fait à l'intérieur, testez, et si vous avez un peu peur au début, allez voir d'autres injecteurs de dépendance comme Pimple ou autres et vous comprendrez déjà un peu plus la logique. C'est quand même c'est une des bases de Symfony 2 et c'est ce qui vous permet de faire des choses géniales dans vos projets. Normalement, si vous faites vos bundles, vous devez utiliser la configuration en XML. C'est une bonne pratique de la communauté pour être cohérent avec tous les autres bundles. Et un truc qu'on voit souvent quand les gens commencent à faire des services et qu'ils ne connaissent pas le DIC, c'est que ils injectent le conteneur en entier. Hop, ils s'embêtent pas. Allez hop, on passe à autre chose. Non, ça c'est pas bien. Alors, c'est pas bien dans la majorité des cas. Il y a des cas où c'est nécessaire, attention. Hein. Mais ces cas-là, généralement, quand on y arrive, c'est qu'on maîtrise, on sait qu'il faut le faire. Donc n'injectez que vos dépendances.
Truc tout bête, hein, mais au moins, c'est-à-dire que vous savez vraiment ce dont votre entité a besoin. Vous pourrez tester unitairement. Vous ne serez pas couplé au conteneur de Symfony 2. Et sinon, bah, en fait, ça revient à utiliser le SF Context un peu de Symfony 1, où on avait forcément besoin de ce SF Context. Donc, n'injectez pas le conteneur en entier. Autre chose aussi qu'on voit, c'est que le conteneur vous permet quand même pas mal de choses. Et notamment, il nous permet de plus du tout mettre de chemin en dur dans nos classes, liés à l'endroit où on se trouve, etc. Vous avez un paramètre disponible qui est kernel.rootdir qui vous permet déjà de vous abstraire d'où est placé le projet, etc. Et à la limite, vous pouvez toujours, au moment de la compilation du DIC, vous déterminer les chemins. Au moins, ça ne sera pas fait à chaque fois, au runtime. Au niveau de la vue, ça a pas mal changé entre Symfony 1 et Symfony 2. Hein. On a un petit nouveau qui est apparu, c'est Twig. L'avantage de Twig, c'est que dedans, vous n'allez pas, c'est pas du PHP brut, vous n'allez pas pouvoir, dedans, faire des choses un peu horribles qu'on voyait parfois en Symfony 1, du genre des connexions à MySQL directement dans la base de données. Il y en a plein qui le faisaient. Au moins là, ça vous contraindra à faire vos appels dans votre modèle, à minima dans votre contrôleur, et donc au moins votre vue saura découper tout ça. Donc utilisez Twig. En plus, il est quand même très intuitif. Pour faire des formations Symfony 2 régulièrement, les gens qui ne connaissent pas du tout Twig, même s'ils ne maîtrisent pas à 100%, bon, en une demi-heure, c'est bon, ils ont compris le principe. Donc c'est quand même génial. En plus, niveau performance, vous pouvez aller voir un article qui est sur le blog de Fabien, où à l'époque, il expliquait pourquoi il avait choisi Twig. Vous verrez qu'il c'est pas pour rien, notamment, il était parmi les plus performants. Il est puissant parce qu'il permet quand même de faire beaucoup de choses avec tout ce qui est héritage, bloc, etc. Et en plus, par défaut, il va vous auto-escaper pour éviter tout ce qui est faille avec les injections XSS, etc. Donc, c'est un avantage. Au niveau de la vue, utiliser Assetix, ça va de soi pour certains. Mais c'est quand même un outil super puissant. Il vous permet d'avoir la souplesse de n'importe quand on développe habituellement. Mais en plus, il permet d'avoir tous les avantages des outils tels que UI Compressor, SAS, LESS, etc. Donc, allez-y franco, utilisez Assetix. Vous aurez des bonnes perfs en prod, et en dev, ça vous changera pas beaucoup, donc allez-y. Une fois qu'on a fait tout ça, il y a une question qui arrive, c'est tout ce qui est est-ce qu'on va être extensible, maintenable, etc. Si on veut s'assurer en grande partie de nos réussites, normalement, si vous avez déjà utilisé des bundles de la communauté, certains un peu mal faits, généralement, on essaye, on l'installe, on regarde si ça marche, et si ça commence à être un peu galère au niveau config, bon, bah, on abandonne, on passe à autre chose. Si vous voulez éviter ce problème-là, faites en sorte que votre bundle à installation n'ait pas besoin d'avoir des import resources, etc. dans app config.yaml, surtout quand il y en a plein. Normalement, c'est l'extension DI du bundle qui doit s'en charger. Alors, c'est d'autant plus une bonne pratique que normalement, Generate Bundle le fait pour vous. Donc, ça ne vous coûte rien. En plus, l'avantage d'avoir une extension DI, c'est que vous allez pouvoir utiliser la configuration sémantique, c'est-à-dire, au lieu de devoir inscrire des parameters qui font 10 km de long par l'utilisateur à chaque fois, vous allez pouvoir avoir une entrée dans le config.yaml, comme framework, comme Assetix, etc., avec le nom de votre bundle, et vous aurez des clés qui voudront dire quelque chose. Ce sera beaucoup plus parlant qu'un paraméter qui s'appelle mybundle.foo, .bar, .machin, etc. Un autre avantage d'être juste plus sexy, c'est surtout que vous allez pouvoir valider cette configuration. C'est-à-dire que vous pourrez par exemple ne charger des services que si nécessaire, si un paramètre a été défini dans la configuration. Ça vous permettra aussi de vous assurer que la configuration est correcte, qu'il n'y a pas eu d'erreur, par exemple qu'on vous a passé une chaîne à la place d'un entier.
au moment du warm-up. C'est-à-dire que vous ne serez pas encore arrivé au moment où votre code utilisera ces valeurs, et donc ça vous évitera des belles erreurs en prod au moment où le code est exécuté. Donc c'est quand même bien mieux. Et en plus, au lieu d'avoir une fatale parce qu'il y a eu un problème quelque chose n'a pas pu être fait, votre utilisateur, votre développeur, quand il installera votre bundle, s'il n'a pas bien configuré, eh ben, il aura le message que vous lui avez indiqué, où ça lui dira qu'on s'attend à avoir un entier et pas une chaîne. Donc au moins il saura exactement ce qu'il doit fixer et il ne passera pas des heures à remonter toute la pile d'appels et à comprendre ce qui s'est passé. Truc tout bête, mais on voit encore pas mal de monde. Si vous avez des tâches répétitives à faire régulièrement sur votre projet, ou que vous faites des batchs, écrivez des commandes, ça vous permet de rester dans du PHP, donc avoir toute la souplesse. Vous pouvez en plus les tester. Vous pouvez avoir une aide, vous pouvez faire du mode interactif, etc. Donc écrivez des commandes. C'est quand même pas mal. Truc de base, hein. On en a pas mal parlé pendant les deux derniers jours. Testez vos applications unitairement, fonctionnellement. N'importe quel outil, du moment que ça vous permet de voir que tout fonctionne, que ça soit. Utilisez les outils disponibles, vous en avez plein. Vous en avez même fourni par défaut par Symfony 2, donc ne vous privez pas. Enfin, une fois qu'on a fini tout ça, généralement notre projet va partir en prod. Et là, il y a encore quelques petites choses à respecter. Le truc le plus basique, mais vous pourrez faire une recherche sur Google, hein, il y en a plein qui ne les respectent pas. C'est ne déployez pas vos fonds de contrôleurs de dev. Faites une recherche ce soir en rentrant chez vous, vous verrez qu'il y en a encore plein qui sont tranquilles et qui les laissent. Accessibles, tranquilles. Bon, évidemment, app_dev, c'est la version par défaut. Si vous en créez d'autres pour le test ou pour activer du cache, etc., ne les déployez pas non plus. Vous ne devez déployer que votre fond de contrôleur de prod. Au niveau de vos formulaires, pareil, alors, en dev, pourquoi je le mets dans prod? Parce qu'en dev, c'est pas forcément le pire, mais en prod, c'est important. Symfony, par défaut, active le CSurf, enfin le token pour la protection contre le CSurf. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a pas mal de risques sinon, donc gardez-le activé. Il y a des gens qui le désactivent, pourtant il faut le vouloir. Fabien l'a dit l'autre jour, ce CSurf est généré avec une clé secret qui est dans le parameters.yml. Quand vous installez la standard, il y a une valeur par défaut. Changez cette valeur bien évidemment, sinon il ne sert plus à rien. Vous vous rappelez ce que j'ai dit que vos mots de passe étaient confidentiels, que c'était valable pour toute information confidentielle, votre secret légalement. Si votre secret est disponible publiquement sur votre GitHub, il ne sert plus à grand chose. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il s'appelle secret. Une autre option qui n'est pas forcément très connue, c'est que dans vos formulaires, vous avez une option disponible qui est intention, qui va en fait modifier un peu l'algorithme de génération du token et permettra d'avoir un token unique pour chaque type de formulaire. Ça évitera d'avoir le même token pour tous vos formulaires et du coup rendra vraiment ce CSurf quasi imparable. Autre chose, quand vous utilisez Doctrine, c'est valable pour les autres ORM, hein, pour tout, il y a généralement des caches qui permettent d'éviter de reparser des choses à chaque runtime, notamment les metadata et les queries. C'est deux caches différents. Metadata, ça va être tout ce qui concerne votre classe, les relations, etc., les types, tout ça. Et query, ça va être votre transformation d'EQL vers SQL. Toutes ces choses-là vont être refaites à chaque runtime. Ça sert à rien de les recalculer à chaque fois. Donc vous pouvez activer ces caches. Ça ne changera rien au niveau du fonctionnement pour vous. Ça influera juste sur les perfs. Mais attention, je parle bien des caches metadata et query par résultat. Sinon, vous aurez des soucis. Un truc pareil qu'on voit très souvent, vous avez des pages d'erreur par défaut dans Symfony 2. Changez-les. Hein. C'est quand on tombe sur une 404 et qu'on voit clairement que Symfony 2, déjà c'est pas très classe parce que c'est pas personnalisé pour le site. On se dit que la personne n'a pas été jusqu'au bout de son développement.
qu'elle n'est pas minutieuse, qu'elle n'a pas fait attention. Et en plus, du coup, on sait tout de suite que c'est Symfony 2, donc on sait que c'est du PHP, et donc généralement, c'est des infos qu'on ne veut pas forcément divulguer, donc si vous personnalisez vos pages d'erreur, ça évitera ce genre de trouvailles pour les utilisateurs. Toujours les logs. J'ai déjà vu, donc ça paraît bête, hein, mais j'ai déjà vu des gens qui activaient les logs en prod tout le temps, en mode debug. Donc on loguait tout. Et après, ils s'étonnaient qu'ils avaient de mauvaises performances. Donc ça paraît bête, mais si un jour vous dites tiens, j'ai un petit souci, je vais le changer vite fait pour 5 minutes, faites attention. Hein. C'est généralement le truc qu'on oublie, qu'on laisse activer, et après on pleure. Le cache, Symfony fait tout pour coller le plus à HTTP, ce qui fait que cacher les pages est quand même beaucoup plus simple qu'avec un framework maison ou du procédural, etc. Donc ça vous permet de facilement cacher les pages. Donc si vous générez tout le temps le même contenu, c'est dommage. Vous gaspillez des ressources serveurs pour rien. Au niveau des perfs, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Évitez de générer 2 fois le même contenu. Vous aurez de bien meilleures performances, un bien meilleur ressenti utilisateur. Et en plus, votre admin sera content parce qu'il n'aura pas besoin de déployer 10 serveurs pour votre application. Julien Paoli en a parlé l'autre jour. Truc tout bête, mais utilisez PHP 5.4. C'est pas difficile de l'installer, de passer. Et vous gagnerez énormément en performance et en consommation mémoire. C'est tout bête à faire et vous allez vraiment être surpris si vous ne l'avez jamais fait. Autre truc qui vient avec le PHP, ça paraît bête, mais on a pas mal de code avec Symfony 2, on a quand même beaucoup de lignes de code, ce qui est normal pour un framework, votre application également. Installer et activer la PC, ça vous coûte, c'est pareil, c'est pas dur. Vous gagnerez forcément en performance. Alors, en mémoire, comme Julien Paoli en a parlé l'autre jour, pas forcément, mais en performance, oui. Alors évidemment, ce conseil est à prendre pour le moment. PHP 5.5 est sur la route, un cache de code va être intégré nativement, donc testez-le, et normalement vous n'aurez plus besoin d'installer APC pour du 5.5. Et enfin, le plus important, pardon. Vous avez dû voir ce petit batch passer, il tombe à pic, il tombe très bien. C'est que on a tout le temps des gens qui nous disent ah, tiens, Symfony 2, c'est du PHP. Ah ouais, je savais pas. Ça paraît bête, mais donc Symfony 2 est un framework PHP objet. Pour ceux qui ne savaient pas, venez de l'apprendre. Donc au lieu de vous dire comment je fais ceci en Symfony 2, comment je vais faire ceci, comment je fais cela, on voit plein de gens qui étaient très bons en objet, qui arrivent sur du Symfony 2 et qui font tout dans les contrôleurs, qui ne savent plus rien faire, qui réinventent la roue à chaque fois. Donc demandez-vous plutôt comment on fait ceci en PHP objet. Ça paraît tout bête, hein, mais plein de gens l'oublient. Ça veut donc dire implicitement, là on parlait de bonnes pratiques Symfony 2, que vos bonnes pratiques PHP, il ne faut pas les oublier. Vos bonnes pratiques objets, il ne faut pas les oublier. Vos concepts de modélisation en objet, il ne faut pas les oublier non plus. C'est-à-dire un petit tas en vrac hein, pour le PHP, éviter d'utiliser les références, pas de globals, ne pas utiliser les short tags. Quand vous faites de l'objet, vous pouvez faire du type hinting, faites-le. Vos fichiers doivent être enregistrés en UTF-8, respectez les PSR, 0, 1, etc. Il y en a tellement qu'on ne va pas faire la liste ici. Ça veut aussi dire que vous faites du CSS dans vos projets, généralement, respectez-les. Le HTML, c'est pareil. Le JavaScript, c'est pareil. Twig, etc. Ça veut dire qu'en gros, ne vous limitez pas aux bonnes pratiques Symfony 2. Vous devez respecter les bonnes pratiques de toute votre chaîne d'outils. Si vous utilisez du chef pour déployer, respectez les bonnes pratiques chef. Si vous faites du less, respectez tout ce qui est habitude less, etc. Évidemment, on est des techniciens, donc on va se limiter. Souvent, on pense qu'au code.
mais on n'est pas seul sur le projet. Notre projet ne va pas être juste pour nous sur notre ordinateur. Donc, respectez tout ce qui est bonne pratique du web, les habitudes d'utilisateur, etc. Tout ce qui est au niveau de votre gestion de projet. Il va falloir aussi gérer tout ce qui est bonne pratique là-dessus. Et en gros, on est des développeurs, qu'on soit en PHP, sur du Symfony 2, peu importe. Vous développez, donc respectez les bonnes pratiques du développement en général. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour déjà. J'aurais voulu revenir un peu sur... tout à l'heure, tu parlais du fait que les annotations sur les contrôleurs, c'était plutôt une bonne pratique. Oui. Alors qu'en fin de compte, moi, je plutôt bannis ça de mon code maintenant parce qu'il s'avère que... Enfin, je sais pas si ça a évolué, mais ça se passait au runtime. En fait, c'était pas du tout mis en cache nulle part et c'était repassé dans chaque request, en fait, quand on allait arriver sur le contrôleur. Du moins, dans le framework Extra Bundle, ça se passait comme ça. Pour moi, ils sont mis en cache parce que d'ailleurs, il y a un dossier cache annotation normalement. Mais justement, celle-là, elle avait pas l'air d'être en cache. Elles étaient parsées par le reader à chaque request. Laquelle, tu t'as dit ? Justement, @root, ce genre de choses. C'est mis en cache. On est d'accord. Ok, d'accord. C'était un doute et je sais pas. Ok, d'accord. Merci. Merci Fabien. Il y a un micro pour là-bas ? Oui, bien sûr. Ouais, j'ai tweeté à peu près tout, donc j'en ai pas 42, il doit en manquer. Non, sérieusement, quelle autre ressource que le book Symfony, la doc, sur le site officiel, pour apprendre, je sais pas, Symfony 2, quelle autre ressource si t'en as ? J'ai le droit de faire de la pub, les formations Sensio Labs. Non, okay. Très honnêtement, la communauté quand même répond à pas mal de questions. Okay. Moi, perso, j'ai quand même appris beaucoup de choses avec la doc. Ouais. Je trouve que c'est la principale raison. Ok. Je voulais juste ajouter un truc. Je pense que justement le fait qu'on ait toute la communauté derrière la documentation officielle, c'est plutôt une très bonne chose. Donc plutôt que d'avoir quelque chose qui est éclaté, des dizaines de blogs, 14 bouquins différents, où tu aurais posé l'autre question, alors c'est quel le meilleur bouquin pour apprendre Symfony ? Là, toute la communauté est derrière la documentation officielle. Et ce que disait Tux, c'est vachement important. C'est-à-dire que même si on a lu la documentation à un instant T, elle continue à évoluer au jour le jour. Non seulement sur les nouvelles fonctionnalités, mais également sur les anciennes fonctionnalités qui étaient soit non documentées, soit pas complètement documentées. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose qu'on ait une source de documentation. Et d'ailleurs, si vous avez bien regardé, dès qu'il y a des gens qui commencent à bloguer des choses intéressantes, on les contacte et on leur dit « Tiens, est-ce que tu voudrais pas contribuer dans la documentation officielle, notamment dans le cookbook ?» D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a deux types de documentation dans Symfony. Il y a la documentation qui est vraiment le bouquin avec des chapitres qui sont plutôt, qui expliquent plutôt des choses fondamentales et qui ne changent pas vraiment en fonction des versions de Symfony. Et puis après, on a le cookbook, qui sont plus des choses qui peuvent évoluer, des bonnes pratiques, et puis des réponses à des questions précises. Et donc là, d'ailleurs, si vous avez vous-même un blog ou si vous avez des choses à contribuer, c'est super facile de contribuer à un nouveau cookbook. Et pour finir sur ce thème, c'est aussi une question, je ne sais pas si c'est Sensio Labs ou quelqu'un d'autre qui doit répondre. Est-ce qu'il y a un tag Stack Overflow ou que vous suivez par exemple, ou que quelqu'un suit, ou je sais pas, ou est-ce que vous... Quel est l'état du tag Symfony 2 sur Stack Overflow? Si jamais j'ai des questions vraiment et que j'ai besoin qu'un humain réponde et pas un bouquin. Je crois que tout le monde dans la... Enfin, je pense pas qu'il y ait de... À ma connaissance, il n'y a pas de mouvement officiel dessus, mais je pense que toute la communauté est dessus au jour le jour et répond au fur et à mesure. Désolé Fabien. Non,
T'as une question? Non, il n'y a plus de questions. Il y a encore des questions ou pas? T'en as une, toi? Non, j'ai pas une question. Je vais faire un petit sondage. Non, mais je vais en profiter qu'il y ait du monde. C'est par rapport à ce que tu viens de dire là. Aujourd'hui, si vous avez une question à poser, vous pouvez aller sur IRC. Il y a un forum. Il y a une mailing list sur Google Groups. Enfin bon, elle a été dégagée par Google, donc elle n'y existe plus. Merci Google. Et puis il y a Stack Overflow, et je suis persuadé que si on pose des questions ici, il y a encore probablement 3-4 manières. Sachant que la meilleure manière, quand même, c'est de poser la question à son collègue du bureau d'à côté. Alors si vous êtes freelance, ça ne marche pas, mais si vous travaillez en équipe, généralement, il y a quelqu'un dans l'équipe qui connaît la solution et qui est capable d'expliquer les choses beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que si vous devez aller sur Stack Overflow ou poser une question sur IRC. Donc ceci étant, donc, si vous avez une question sur Symfony, que vous n'avez pas de collègue sous la main ou qu'il n'y a aucun collègue qui est capable de répondre à votre question, qu'est-ce que vous utilisez prioritairement? Qui utilise IRC? Ok, on ferme. Qui utilise le forum? 2 personnes? Pour de vrai, vraiment? Ok. On ferme. La mailing list Symfony 2, qui existait encore il y a une semaine ou il y a 2 jours et qui est fermée régulièrement. Ok, et les autres, vous utilisez quoi? Google. Ah, j'avais pas pensé à Google, mon ami. Ah d'accord, alors bon, ok. Mais Google, il vous redirige forcément sur quelque chose, donc sur la doc officielle, sur... La mailing list, ouais, c'est bon. Ok. Ouais. Ex-patron. Bon d'accord, merci pour ces informations. Pas d'autres questions? Bah alors on enchaîne. Bon. Merci à tous.